Alors, ben, la présentation, on va parler du Wi-Fi 6, la sixième génération, qui est sortie v'là un an ou deux environ. C'est très, très récent en termes de normes. Puis pour pouvoir parler du Wi-Fi 6, ben, il va falloir faire un petit retour dans le passé. Puis, même avant de faire un petit retour dans le passé, il faut comprendre un peu pour monsieur, madame, tout le monde que le Wi-Fi est une onde radio au même titre que quand vous écoutez la radio à 96.9, 9690 MHz, kHz, je ne me rappelle plus, je mélange les termes, tu pourrais me corriger. Et ben, le Wi-Fi a sa propre bande radio qui va du 2.4 GHz à la bande de fréquence 5 GHz. Et ces fréquences radio-là, ben, c'est un peu le même principe qu'un walkie-talkie. Tu sais, tout le monde a déjà joué avec des walkie-talkies quand que vous étiez jeune. Ben, si on est deux à parler sur le canal 1 de nos walkie-talkies, ça va très bien, mais si on se retrouve dans un camp de vacances où on est 16 à utiliser un walkie-talkie avec le canal 1, ça peut venir rapidement à l'enfer. Et là, ben, généralement, quand il y a beaucoup de walkie-talkies dans une organisation, on finit par construire une espèce de règle du genre, ben, les animateurs sont sur le canal 1, les gestionnaires d'animateurs sont sur le canal 2, le canal 3, c'est le canal d'urgence. Puis on a généralement une base quelque part qui va faire une espèce de scan des trois canaux pour essayer d'écouter un peu ce qui se passe, puis d'être capable de relayer tout ce qui va se passer. C'est un peu la même chose qui se passe avec le Wi-Fi, mais ça n'a pas évolué aussi rapidement que ça. On n'est pas arrivé avec la sixième génération en partant. Fait qu'on va faire un genre de petit retour en arrière sur d'où vient la norme du Wi-Fi 6. Puis on va parler expressément de. Attendez, on va mettre en lumière, ma petite présentation n'est pas à jour. Qu'est-ce que la norme Wi-Fi? On va voir les générations Wi-Fi. On va voir aussi les éléments importants, clés du Wi-Fi 6. On va parler de son fonctionnement. On va parler aussi des avantages pour le public, parce que le Wi-Fi 6, c'est complètement débile, vous allez voir. Puis, évidemment, les appareils qui en sont compatibles aujourd'hui, c'est pas tous les appareils qui sont capables d'utiliser cette norme-là. Il va y avoir évidemment la conclusion, puis pour terminer, ben, on commence ça avec qu'est-ce que la norme Wi-Fi. Donc, la norme Wi-Fi, ça a été lancé en 1997. Ça n'a pas cessé d'évoluer depuis ce temps-là. On lui a donné un chiffre, 802.11, parce que ça comprend pas que ça dans les normes Internet. Et on ajoutait une lettre, donc 802.11 A, B, C, D, E. Et il y a des versions que vous ne connaîtrez pas parce qu'ils sont spécifiques à des entreprises. Donc, exemple du Wi-Fi E ou du Wi-Fi H. C'est des versions très, très, très spécifiques utilisées pour des équipements d'entreprise, des affaires des usines, ce genre de choses-là. Mais ils n'ont jamais été déployés au niveau du public. Donc, c'est pour ça que vous n'en avez jamais vraiment entendu parler. Et ça, Euh, est-ce que c'est le IEEE là, qui est l'organisation qui gère ça? Hein? C'est ça qui chapeaute ça? J'arrive à la slide du IEEE. T'es une coche plus vite que moi. Alors, le IEEE, c'est eux qui ont été en charge de gérer ça. En gros, c'est l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens des États-Unis, en fait, qui ont mis ça en place et qui définissent la norme, donc qui l'ont géré depuis le début. Puis, c'est eux qui ont géré les réseaux domestiques, donc LAN, Local Area Network, et les réseaux métropolitains, donc le Metropolitan Area Network. C'est eux qui étaient en charge de ça. Donc, en 97, ils ont fait ça. En 99, on a senti le besoin de fonder ce qu'on appelle le Wi-Fi Alliance. Donc, c'était un regroupement de 6 compagnies qui étaient très, très en avance parce qu'il faut comprendre que les normes Wi-Fi ont commencé autour de 85 où on commençait à jouer au niveau des laboratoires sur les façons de transmettre de l'information. Il n'y avait pas encore vraiment de normes, ça a commencé à se codifier tranquillement, pas vite. L'industrie, le fédéral, l'industrie blabla des États-Unis a commencé à légiférer sur quelle bande de fréquence pourrait être utilisée, libérer des bandes de fréquence qui étaient peu utilisées dans les micro-ondes. Puis en 99, le Wi-Fi Alliance arrive, puis on a les 6 premières compagnies. Donc, on avait Aeronet, Cisco, Aris, Lucent, Nokia, Symbol Technology et Tricom, qui étaient les 6 grands compagnies qui étaient en charge, qui étaient les plus technologiques de l'époque.
Puis éventuellement, ben évidemment, ça a augmenté. Puis aujourd'hui, on est à plus de 600 membres, si c'est pas 800 en ce moment. Et en gros, c'est des entreprises qui se regroupent via un comité pour pousser de l'avant des nouveautés, s'entendre entre eux sur comment on peut s'assurer que ben, ce que moi je pousse en avant comme idée, ben, je serai pas tout seul à pousser en avant, puis toi, tu vas, on va, tu sais, il faudrait qu'on s'entende pour qu'on suive tous en même temps. Fait que oui, vous allez voir souvent, comme avec le Wi-Fi 6, vous allez voir des fabricants qui vont sortir des capacités souvent avant que la norme soit officiellement adoptée. C'est ce qui s'est produit avec le Wi-Fi 6. On a vu tranquillement apparaître des modems, des routeurs, des appareils qui faisaient le Wi-Fi 6 alors que officieusement la norme a été adoptée de mémoire quelque chose qu'en 2021 au niveau officiel, au niveau des documents. Donc c'est un peu toujours le cas. Là. Le Wi-Fi Alliance travaille ses documents. Puis quand ils pondent la norme, ben, des fois ça fait 1 an ou 2 que certaines entreprises ont déjà construit certains équipements. Ça va jusque-là? Oui, ça va bien. Puis, bon, on va le voir, là, il y a des normes qui sont plus adaptées ou qui ont été plus poussées là, à travers le temps. Et on va voir aussi probablement qu'il y a des appareils qui restent sur des anciennes versions. Là, que c'est comme si il y a tout Oui. un marché du legacy, là, je vais appeler ça comme ça. Je ne sais pas si c'est parce que les chips sont moins chers ou. C'est que ça. Ouais. Le chip est moins cher, la technologie est moins coûteuse. Et c'est un bon point que tu amènes parce que quand je vais parler des troubles Wi-Fi, c'est un problème auquel on fait face énormément aujourd'hui avec la venue des IoT, de l'Internet des objets. Énormément d'appareils qui nous viennent de la Chine, de ces endroits-là où on copie des puces, on fabrique des puces. Et parfois, en fait, souvent, on va se retrouver avec des puces Wi-Fi qui sont de qualité plutôt basse et qui vont faire des générations, des fois G, des fois N, des fois pas du tout. Et là, on se retrouve avec des troubles de connexion diverses. Et souvent, ils vont mettre le tort, les gens vont mettre le tort sur le fournisseur, alors qu'en fait, votre appareil Wi-Fi est juste outdated. J'ai vu des gens dans mon histoire, tu sais, genre, la madame avait acheté vous allez rire, elle avait acheté un abreuvoir à chat Wi-Fi. Pose-moi pas de question du pourquoi c'est intéressant, là. C'est pas le genre d'affaire que j'aurais acheté. Mais la madame avait acheté un abreuvoir Wi-Fi, puis c'était impossible de la connecter, puis en creusant dans les documents chinois, puis en essayant de trouver la façon de, de traduire son livre d'instructions, c'était du Wi-Fi B. Fait que c'était comme, ça avait juste pas de sens. Puis on va en parler tantôt sur les routeurs, mais quand on recule dans les technologies, euh, c'est comme si on réservait une autoroute à nous autres seuls. Donc on enlève un peu de capacité à notre routeur, puis c'est pas super génial. Non, effectivement. Fait que ce qu'on voit en ce moment, c'est les 6 générations de Wi-Fi les plus utilisées au niveau public. Et vous n'avez pas la berlue. La génération 1, c'est le Wi-Fi B. Puis la génération 2, c'est le Wi-Fi A. Là, vous vous dites, mais voyons donc, A est venu avant B. Oui, mais ils sont arrivés à peu près en même temps, puis ils ont été utilisés d'une façon différente. Puis par la suite, on a dernièrement, quand le Wi-Fi AX est arrivé, on a commencé à se dire que ça devenait solidement compliqué puis technique de se rappeler des lettres. On s'est dit qu'on devait faire un peu comme pour la téléphonie mobile, c'est-à-dire la génération 3, 4G, 5G, ainsi de suite. Ben, on devait y aller à peu près avec la même logique, ce qui est pas con. Par contre, ça peut créer une espèce de confusion au niveau des genres en se disant, ben, la génération 5 Wi-Fi, c'est la même chose que le 5G, ce qui est pas du tout le cas. Non, non, non. Il Donc, ne faut pas mélanger les fréquences, là. non, c'est ça, faut pas mélanger les fréquences, faut pas mélanger les histoires non plus. Mais bon, on a décidé de mettre des générations. Et d'ailleurs, en passant, ils sont en train de plancher sur Wi-Fi 7, qui est en cours de développement. Je vais en parler brièvement à la fin, qui est complètement débile. Donc, dans les générations Wi-Fi, la première génération qu'on dit, c'était le Wi-Fi pour les particuliers. Donc, c'était le Wi-Fi 802.11b. C'était du 2.4 GHz. C'est sorti autour des années 2000. Ça avait un débit théorique. Quand on dit théorique, là, pour vous faire simple dans votre tête, là, un débit théorique, là, c'est dans l'espace, dans le vide, avec le vent dans le dos. Oui. OK?
C'est dans des conditions extrêmes de laboratoire, ils ont une longueur de fil calculée, il n'y a pas de mur entre les deux, tout va bien. Dans la réalité, on se retrouvait plus autour de 6 mégabits seconde. Et là, tu l'avais précisé, là, on était dans du 2,4 GHz, Gigahertz. ce qui veut dire que la portée du signal n'est pas excessivement grande. Là, elle est quand même En assez fait, restreinte. elle est quand même. Le 2.4 est plus grand. La portée est plus grande que le 5, c'est le contraire. OK. Mais oui, le 2.4, en fait, il y a une règle qui dit plus la fréquence est basse. Puis tu sais, je vais vous faire une analogie assez simple. Vous avez au-dessus de chez vous un voisin qui est un peu bruyant, qui écoute de la musique. Qu'allez-vous entendre à travers les murs? Est-ce que vous allez entendre la baisse ou la voix de la chanteuse? On entend la baisse. Et on entend la baisse parfois à 2, 3, 4 maisons du Ouais. party parce que la fréquence est basse, elle va se propager très très loin versus une haute fréquence. Donc, plus on augmente la fréquence, moins grande est la portée. Puis quand je dis moins grande est la portée, encore là, c'est pas tout à fait vrai. On parle à une puissance donnée en watts. Donc, si je dis, je sais pas moi, 1000 watts, ben 1000 watts en 2.4 GHz va faire X, puis 1000 watts en 5 GHz, il va faire X moins, donc un peu moins que ta fréquence 2.4 parce que à puissance égale, les deux ne se propagent pas aussi loin chacun d'eux. Donc, le 2.4, théoriquement, avait une portée de 300 mètres maximum. Puis là, quand je dis 300 mètres, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de maison, il n'y a pas. Oh, ouais, c'est ça. Le taux d'humidité est parfait dans l'air, il fait soleil, on n'est pas l'hiver, on est parfait, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Au départ, on utilise 13 canaux en Europe. Canada, c'est généralement autour de 11 canaux. Donc, il y a 3 canaux qui ne sont pas superposés. Ces canaux-là qui ne sont pas superposés, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les canaux dits automatiques. Donc, quand vous laissez votre routeur tout gérer lui-même, ben, il va passer du canal 1, 6 ou 11 de manière automatique. Quand je vous disais au début tantôt, vous avez un walkie-talkie, vous avez des canaux, c'est un peu la même logique. Donc, dans votre routeur, il y a des canaux. Et ben, quand il parle, ben, il va s'adresser sur un ou un autre canal. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la modulation, pour ça, là, je fais beaucoup de termes, là, mais la modulation, ça vient du mot, on entend le mot modem, Oui. moduler, démoduler. Donc, je prends une onde radio, je la module pour encoder quelque chose, puis je la démodule, je la désencode pour en sortir les données que je l'ai dit. Donc, on module en QPSK à l'époque, donc c'est de la quadrature phase shift keying. Donc, c'est une technique de codification qui fait changer la fréquence en fonction d'un certain. On dit qu'on inverse de 90 degrés l'onde pour la faire se déplacer. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais on module de cette façon. Puis on transmet via un OFDM qui est Octogonal Frequency Demodulation. Encore là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est super compliqué. Et à l'époque, ça permettait un seul utilisateur à la fois. Donc, je parle à ma tablette, je parle à mon cellulaire, je parle à ma console. Donc, c'était comme ça que ça fonctionnait avec du 800, de Wi-Fi 1, du 802.11b. OK. Vient le Wi-Fi 2, vient. Je dis vient. C'est à peu près en même temps. Le Wi-Fi 2 n'a pas été utilisé énormément au départ par les gens. Ça l'a été un peu plus tard comme étant une amélioration du Wi-Fi par rapport au B. Donc, pour ceux qui ont été de la génération de Nintendo Wii ou un peu avant, le Wi-Fi a eu son impact. Donc, on voit 199, ça porte le nom de 802.11a. C'était destiné aux entreprises. On augmentait la vitesse théorique jusqu'à 54 mégabits. Mais c'était plus proche en fait, dans les faits, 27 mégabits seconde. Et la portée, c'était d'environ 10 mètres. OK. Donc, là, vous allez me dire pourquoi la portée est moins grande? Parce que je suis rendu à 10 mètres versus 300 mètres. Ben, il y a un principe mathématique qui dit si je transmets énormément de données, la distance à laquelle je vais transmettre mes données va descendre parce que j'ai besoin de porter plus attention pour corriger.
Puis l'analogie, encore là, on peut la valider avec quelqu'un qui parle d'une pièce à l'autre. Il est 3 heures du matin, j'étais avec ma conjointe. Moi, je suis au sous-sol, elle est en haut. Il n'y a personne dans la maison. Si je parle, il n'y a pas d'interférence. Je peux parler à un débit assez élevé. Puis elle va comprendre assez bien ce que je dis. Par contre, si moindrement j'augmente un peu le bruit, que j'augmente beaucoup le débit, ben, ma conjointe va devoir se rapprocher de moi pour la même info parce que forcément, la difficulté de perdre un mot va devenir de plus en plus grande, donc le taux d'erreur va augmenter. Puis quand le taux d'erreur augmente, ben, on se rapproche d'un moment où il faut tout simplement recommencer la phrase au complet parce qu'on n'a rien compris. Est-ce que Donc, le. la distance comment? J'ai une Vas-y, question. vas-y. Est-ce que le protocole Wi-Fi tient compte du fait qu'il va y avoir de la perte entre l'émetteur et le récepteur? Il va redemander le paquet ou l'information? Oui, chaque protocole contient son algorithme de correction, qui est plus ou moins efficace, évidemment. On va de pas super efficace dans les premières générations à de plus en plus efficace, ce qui fait que, je vais te donner un exemple, un Wi-Fi AX qui est encore du 5 GHz, ben, la distance est beaucoup plus grande, le taux de correction plus grand, tout ça, parce qu'on a réussi à peaufiner, éliminer les bruits, les choses du genre, donc on a augmenté certaines capacités qu'on n'avait pas à l'époque. Euh, Pourquoi on est capable de diffuser beaucoup plus de données, en fait 54 mégabits seconde ou en fait 27, c'est qu'on divise les canaux, ça comprend 8 canaux d'une largeur de 20 MHz au niveau du download, donc l'OFDM, et chaque canal est divisé en 52 sous-porteuses, qui est un peu comme une espèce de camion dans lequel on peut y mettre des boîtes, donc il y a 52 camions par route. Il y a 8 routes possibles, donc ça vous donne un peu une idée de comment on peut organiser nos données, ce qui devient beaucoup, beaucoup plus efficace. Puis, on peut, à cette époque-là, commencer à discuter à un seul utilisateur, mais sur un canal à lui. Donc, on fait canal 1 tablette, canal 2 telle affaire. Donc, on peut commencer à organiser des flux. Donc, dire, ben, toi, tu es plus important, je vais t'envoyer des choses plus rapidement qu'à lui. Ou, même encore, on va pouvoir organiser des canaux ensemble, éventuellement avec la norme 3, dans laquelle on va pouvoir binder, en anglais, joindre des canaux pour faire des bandes de 40 MHz. Donc, c'est un peu comme si on élargissait l'autoroute soudainement. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis, à l'époque, c'était du MIMO, donc du Multiple Input, Multiple Output, mais à un seul utilisateur. Donc, on pouvait parler dans les deux sens, donc envoyer et recevoir du contenu, mais à un seul utilisateur à la fois, comparativement à la norme 1 où je faisais envoi-réception à une personne, réception à l'autre personne. Là, on peut faire les deux dans un même canal en même temps. Donc, ça permet de doubler ou presque la vitesse, puis les communications deviennent plus rapides. X Bleu Nuit qui dit Salut Pat. C'est parce qu'il y a deux Pat ici, j'imagine Ah, que c'est salut! toi. Ben, ça doit être moi. Ben, en tout cas, je sais pas c'était qui, mais bonjour à toi. Fait que c'est bon pour le Wi-Fi 2. Oui. Wi-Fi 3, là, c'est une assez bonne révolution. Là, on arrive avec, dans l'époque de la Wii, euh, le Wi-Fi 802.11G. Plusieurs nouveautés. Le débit théorique, c'est Pascal. C'est Pascal. Salut Pascal. Ben oui, je te reconnais. Donc, c'est encore du 2.4 GHz, 54 mégabits. C'est rétrocompatible, donc c'est transparent pour le client. Quelqu'un qui a un appareil qui ne fait pas du G, pas grave, il va faire du B ou du A. Sa portée augmente pas réellement, donc c'est toujours autour de, j'ai dit 38 mètres, mais en fait c'est 30 pieds, 10 mètres. Elle utilise un encodage au FDM, ça permet toujours que de parler à un seul utilisateur à la fois, donc c'est encore du MIMO. Soit en aval, soit en avant, chacun a son moment à lui, donc on ne peut pas parler en même temps qu'un autre équipement. Et vous savez, quand vous êtes dans une conversation avec des gens, s'il y a deux personnes qui se parlent en même temps, ça crée une collision, les deux arrêtent de parler, puis on recommence. Même logique s'applique avec les routeurs, donc ça crée des lenteurs, mais ça, c'est amélioré par rapport à avant.
Puis chaque sous-porteuse qu'on parlait tantôt, il y en avait 52 pour le Wi-Fi de génération 2. Maintenant, utilise un nouvel encodage qu'on appelle le QPSK, mais en QAM 16 ou 64. Donc, on met beaucoup plus de contenu dans le camion dans lequel on envoie. Donc, on envoie énormément plus de choses parce qu'on est beaucoup plus habile dans notre encodage ou dans notre compression. Par contre, le taux d'erreur ou la possibilité d'erreur est plus grande. Donc, c'est quelque chose qui devait être géré un peu plus. On n'a pas beaucoup utilisé le Wi-Fi G parce que rapidement, le N est arrivé. Puis, Oui, c'est ça. tu sais, puis en 2003, la folie de l'Internet Wi-Fi n'était pas encore super connue. L'iPhone 7 n'était pas arrivé, donc la folie de l'utilisation du Wi-Fi, on n'était pas encore rendu là. Donc, la plupart des gens ont peu voire pas connu le G. Wi-Fi 4, le N. Ça, c'est la grosse révolution, là. Ça, c'est la folie. En 2009, 802.11n du UDP par camion. T'es drôle, Pascal. En 2009, le 802.11n, on arrive avec quelque chose de super intéressant. Le début du MUMIMO. Donc, le Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. Donc, on pouvait avoir, à l'époque, 2 flux spatiaux. Et là, c'est comme si on avait 2 antennes. Une qui diffusait, rappelez-vous de votre walkie-talkie, là, une qui diffuse sur le canal 2 puis une qui diffuse sur le canal 3. Donc, on était capable, chaque antenne, de parler à un équipement, un autre équipement dans les deux sens, fois 2 antennes. Fait que là, on augmentait énormément le débit. On pouvait faire du 20 ou du 40 MHz. Donc, soit je prenais des largeurs de bande, des autoroutes très courtes, ce qui était plus solide pour l'information. Je fais plus de distance, mais je diffuse moins rapidement ce que j'ai besoin de rediffuser. Ou j'augmente la largeur de bande, donc je prends deux voies de l'autoroute, 40 MHz. Je diffuse énormément plus de données, mais j'ai un peu plus de sensibilité, j'en perds en distance, ce qui était avantageux pour le débit dans certains cas, dans les maisons, ces choses-là. Ça nous permettait d'aller jusqu'à du 280 MHz en 2.4 GHz. Et la différence, c'est que le N comprenait aussi une amélioration du 5 GHz, ce qu'on n'avait pas vraiment touché depuis la génération A, qui, elle, peut aller désormais jusqu'à 600 MHz. Donc, on peut se brancher sur une antenne ou sur l'autre avec cette génération-là. J'en conviens, le 5 GHz en N a été très peu utilisé dans la population générale. En fait, il y avait à peu près pas d'équipement qui le faisait, mais c'était possible de l'utiliser. Et on peut, à la fin, parce que quand on a sorti cette norme-là, on était capable de gérer 4 flux spatiaux en même temps, donc d'avoir quatre antennes, 4 choses qui parlent à 4 équipements différents. Et là, on peut voir apparaître quelque chose qui est peu connu du public, mais ce qu'on appelle le QoS, le Quality of Service. Donc, tout dépendant de la qualité de votre routeur, qui est ni plus ni moins qu'un petit ordinateur, on pouvait lui dire, on a commencé à traiter l'information, à le classer en priorité. Donc, si tu écoutes de la vidéo ou des jeux en temps réel, ta priorité est plus grande que si tu essaies de lire ton courrier. C'est pas très grave si tu attends 12-20 secondes pour avoir ton email versus si tu es en train d'écouter Netflix, YouTube. C'est hyper important. Donc, on priorisait les flux. On pouvait dire le flux spatial numéro 1 est pour de la haute priorité, puis le 4 pour de la basse priorité. Donc, le routeur commençait tranquillement, pas vite, à se démerder dans la gestion des flux, ce qui a augmenté énormément l'efficacité de l'utilisation du Wi-Fi. Puis à peu près à la même époque, ben, vous savez, la naissance et l'explosion des téléphones cellulaires. L'iPhone qui est sorti 2 ans avant. La compétition commence. Les gens ont de plus en plus d'équipements multimédia, donc ils écoutent la musique sur leur téléphone. La vidéo pas super répandue, mais ça commence. Donc, l'utilisation du Wi-Fi crée un besoin qui est très fort pour les entreprises. Puis, ben, le Wi-Fi Alliance essaie de répondre à ces besoins-là en écoutant un peu tous et chacun les retours d'ascenseur sur les problématiques. Puis c'est ce qui a, disons, géré ou construit les besoins par la suite pour les autres générations.
Moi, je me Wi-Fi souviens, 100. Vas-y. mon routeur 802.11n, il a été utilisé longtemps, il était fiable, il était Ah, fonctionnel. c'était solide. C'était excessivement, comparativement aux autres que j'avais eus avant, là, c'était le jour et la nuit. Là, puis il faut dire aussi que les composants comme les ordinateurs, qui eux étaient déjà compatibles à la norme N, on voyait déjà une grosse différence d'un point de vue utilisateur. Là. Ouais, la stabilité, la rapidité, le flux, tout ça, la réponse était vraiment meilleure. Et en 2014 est arrivé le Wi-Fi 5, ce qu'on appelait couramment à l'époque, avant que les numéros de génération arrivent, du Wi-Fi AC ou du 802.11 AC. Et là, encore là, c'est une amélioration. Toujours, on rajoute quelques pierres à l'édifice pour l'améliorer. Donc, tu sais, vous rappelez, on avait la possibilité de prendre une voie d'autoroute, deux voies d'autoroute de 20 MHz chaque et d'en faire une voie de 40 MHz. On pousse ça plus loin, puis on se garde, on va prendre quatre voies d'autoroute de 20 MHz, puis on va te la donner en 80 MHz. Donc, le débit que je suis capable de transmettre augmente. Ça, on parle en 5 GHz. Et on parle d'un débit théorique, l'espace, le vent dans le dos, qui va aller jusqu'à 1300 mégabits seconde. Évidemment, on ne le fait pas, mais c'était possible. Donc, si on avait un seul équipement, je vous donne un exemple, j'ai un routeur, je vais lire ta question, ce sera pas long, il va falloir upgrader le protocole UDP, j'ai hâte de voir, ouais, si on n'est pas rendu là, mais effectivement, mais il y a quand même, pour le protocole UDP, là, il y a des nouveaux protocoles qu'Apple utilise, Netflix, dans le contrôle de flux, qui pourraient devenir intéressants, qui sont en train de plancher là-dessus, mais on n'est pas là. Mais bon, donc 1300 mégabits seconde, 80 MHz de large, je transmets énormément de données. Toujours 4 utilisateurs, 4 flux spatiaux. Je dis des utilisateurs, mais des flux spatiaux. Et on parle de QAM 256. Donc là, on passe à un autre niveau dans l'encodage, dans l'encryption des données. Évidemment, qui dit encryption plus grande, taux d'erreur plus grand. Donc, il faut faire de plus en plus attention. Par contre, si on a un bon environnement sonore, j'utilise le mot sonore pour faire une analogie avec les ondes radio, mais si notre environnement n'est pas trop occupé par d'autres ondes radio, on a une très bonne solidité, puis on est capable de supporter un 80 MHz de large. Mais si au contraire, on a un environnement qui est très, très occupé par d'autres routeurs, d'autres équipements, ben, il va falloir peut-être descendre dans les largeurs de bande, donc avoir des largeurs de bande plus courtes, pour être capable de transmettre peut-être moins d'informations, réduire notre débit, mais d'avoir un taux d'erreur un peu moins grand, donc d'être capable d'avoir une solidité dans la connexion. La plupart des routeurs font ça tout seuls de nos jours. Par contre, il est possible dans certains cas qu'on doive aller en mode manuel dans les paramètres pour aller lui dire expressément, je veux que tu me parles sur telle méthode, telle affaire. On ne rentrera pas dans le sujet. Fait Mais que la norme a été ajustée. Ouais, vas-y. Patricia, on va rentrer dans le sujet parce que moi, bon, j'ai fait beaucoup d'implantations d'équipements Wi-Fi puis de routeurs dans les petites entreprises, des commerces, des petites boutiques, même des plus grosses. Et l'aspect de la saturation des canaux, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu là, au point où, dans certains cas, là, bon, moi, j'avais la chance, là, je travaille avec les équipements de Cisco, là, la ligne Meraki, où on peut voir vraiment la saturation par canot. Ouais, c'est ça, par canot. On voit comment ça se comporte dans le temps. Puis je me souviens, j'ai un client, puis c'est encore un de mes clients à Québec, où à tous les 2-3 mois, on devait modifier les canaux qu'ils utilisaient parce qu'il y avait tellement de mouvements dans les commerces aux alentours, de nouveaux équipements. Ça changeait sans arrêt. C'est ça, là, fait que des fois, il n'y a plus rien qui marchait. Puis là, il me disait comment ça ne marche pas. Ben, j'allais voir, finalement, je m'apercevais, ton canal il est saturé, on va le changer, on va être obligé de faire des ajustements de ce côté-là. Donc, bon, c'est sûr que ça. C'est un bon point. Puis ça dépendait aussi de la qualité des équipements qu'il y avait alentour ou que le client avait. Puis moi, souvent, c'était un des principaux arguments pour dire
si tu veux que je t'aide sur ton réseau, parce que 90% des problèmes, c'était réseautique, je Mhm. dis, ben, il faut que tu me donnes des outils. Si je n'ai pas les outils, ben, arrange-toi, là, tu sais, c'est pas avec un petit routeur Link 6 ou un routeur que ton fournisseur va te fournir que tu vas avoir vraiment tous les outils pour le faire. Puis, oui, certains vont te donner certaines informations, mais pas au point de dire, regarde, on va être capable de cibler le problème. Parce que c'est pas comme de l'eau qui coule où on peut voir, OK, la fuite est là, on T'as, voit t'as- pas, là. t'as- t'as un immense point, puis t'as raison, j'ai passé vite. Moi, je pensais en parler à la fin, mais t'as raison. Les gens oublient que l'environnement radio autour d'eux est hyper achalandé. Donc, il y a des ondes radio qui nous proviennent des satellites, il y a des ondes radio qui nous proviennent des walkie-talkies de la ville, il y a des ondes radio qui nous proviennent de toutes sortes d'équipements, de la tour radar, l'aéroport, le gars à côté qui s'est installé une patente tout croche Ah oui, qui diffuse. Il y a de ça, là, je vous le dis. c'est Il y ça. a, puis là, je vais même aller plus loin, mais vous savez, sur le top des poteaux électriques, il y a des isolateurs en porcelaine dans lesquels on accote le fil. Et si cet isolateur-là est craqué, il va émettre une fréquence radio qui vient splasher autour à quelques mètres et ça peut venir foutre le bordel dans votre environnement Wi-Fi. Puis là, on n'oublie pas les compteurs d'hydro et tout autre équipement qui peut être dans la maison ou chez ton voisin. Donc oui, l'environnement Wi-Fi ou l'environnement radio de quelqu'un, c'est pas quelque chose de fixe. Non. Donc c'est sûr que si tu vis en campagne, en plein milieu du bois, ton environnement a peu de chances de changer et Oh, ouais, généralement c'est plus ça. stable. Si tu vis en plein centre-ville, à 2 pas de l'aéroport, il y a des Avec trois chances. appartements à côté de toi où c'est tout du Ouais, Airbnb, puis ça change à tous les semaines, là. ouais, c'est ça. Ton environnement radio est le foutu bordel. Donc, t'es pris pour changer de canal, t'es pris pour. Puis, tu sais, souvent, on va parler à des gens, te parler à des clients, ils comprennent pas que ça change. Oui, mais j'ai rien touché. Non, non, je sais. OK, mais t'as pas besoin de toucher à quelque chose. OK? Tu as C'est rajouté ton deux voisin. imprimantes, puis ton voisin a rajouté. Oui, Ouais. oui, exact. Puis tu sais, il y a des choses aussi que les gens comprennent pas. Un disque dur mal isolé, branché dans un portable, peut créer une interférence qui n'était pas là, il y a 2 jours, parce que tu ne l'avais pas, ton disque dur. Puis il ne viendra pas en tête que ton disque dur crée de l'interférence parce qu'il parle trop vite dans son fil Wi-Fi USB, puis que ton petit plug USB dans ton portable est cheap et mal isolé, puis que ta carte Wi-Fi dans ce portable-là est à 2 pouces de ton casing USB, et là, tu viens spreader. Les gens font pas de lien. Non, Donc, ça non. peut être énormément de choses qui viennent polluer ton environnement. Et c'est bien que tu en parles parce que le Wi-Fi 5, c'est un peu pour répondre à la situation parce que on commence à avoir un joyeux bordel autour de nous. Ça commence à être compliqué de communiquer, puis on demande d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans la façon de transmettre pour être capable de s'ajuster à plusieurs équipements en débit, en encodage, en différentes méthodes. Puis ça devient le bordel, c'est compliqué rapidement. Donc la stabilité du Wi-Fi chez quelqu'un va dépendre de tellement de paramètres qui, dans certains cas, j'ai vu des situations, j'ai quelqu'un qui est sur le canal que je n'identifierai pas, mais qui travaillait pour une grande compagnie, il installait des télécommunications et il a eu la malchance de travailler dans les habitations du stade olympique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est fait en ciment. C'est du béton partout, hein. Puis quand je dis du béton, le mur de la toilette, c'est du béton. Le mur de la cuisine, c'est du béton. Et, ben, le Wi-Fi, c'est pas magique. C'est un peu comme du son. Tu sais, je veux dire, il y a des pièces, tu sais, vous savez, vous allez dans un hôtel, vous parlez, puis le voisin de la chambre d'à côté vous entend. Puis il y a des logements qui sont mieux faits, que tu parles, puis tu peux même crier, puis le voisin t'entend pas. Ben, la même logique se passe au niveau du Wi-Fi. Un J-Proc, ça arrête moins les ondes qu'un mur de béton. Puis un mur de béton, c'est l'enfer. Ce qui fait que ces gens-là, évidemment, se retrouvaient avec peu ou pas de Wi-Fi, avec beaucoup de difficultés. Et c'est là que toi, ce que tu as dit tantôt, rentre en écho, la qualité de ton équipement. Si tu as un équipement de type, on dit un petit routeur des lignes de base, ben, c'est un peu comme quelqu'un qui parle du nez, qui est nasillard, qui a de la difficulté à faire porter sa voix, qui parle pas super bien,
c'est sûr que sa capacité à transmettre, elle ne sera pas aussi bonne que l'équipement à 600 $ que tu vas avoir acheté, qui est fine-tuné, qui a un ampli dedans, Harman and Kardon, j'exagère, mais tu sais, qui va diffuser parfaitement son flux spatial, sa fréquence de manière efficace. Ben, évidemment, la portée de cet appareil-là que tu vas avoir payé un peu plus cher va être un peu plus efficace pour ces raisons-là. Donc, plus tu vas vivre dans un environnement à problème, plus tu vas devoir sortir de l'argent pour aller vers des équipements de qualité. Puis ça, c'est difficile parfois à faire comprendre aux gens. Patricia, Ouais, ce qui est aussi pire qu'un mur de béton, là, j'avais des clients veut grillager. dans le vieux Montréal, là, c'est des murs de briques, mais c'est plusieurs couches de murs de briques. Et c'est Oui. l'enfer gérer du Wi-Fi, là. Ben, il y a pire que ça. Tu te rappelles dans le temps, les murs grillagés qu'on mettait du placo-plâtre? En plus, là, oui. Ça, c'est une cage de Faraday pour le Wi-Fi. Il Oui, n'y a oui. rien qui passe. C'est complètement débile. Fait Ou qu'il y tu a as des des toits de situations où tôle, tu sais. Tu as des toits de tôle. Moi, je Mhm. pense que j'ai un client, là, j'ai soupçonné que c'était le toit de tôle qui causait le problème, ou je ne sais pas si la fréquence rebondissait moins bien s'il était projeté vers le haut, vers la tôle, vers le plafond. Tu sais, dans des gros magasins là, comme Cell et compagnie, là, tu vois, c'est juste du toit de tôle. J'ai l'impression que ça peut avoir eu un effet sur les Ça fréquences, là. a un impact. Je vais répondre à notre ami X Bleu Nuit. Oui, il y a la tuyauterie éclos puis les milliers de personnes qui peuvent être là en simultané qui vont influencer ton chose. Puis c'est bon ce que tu me parles du toit de tôle parce que le Wi-Fi 5 voit le début de ce qu'on appelle le beamforming. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non? Le, le- Traditionnellement, quand on envoyait une onde Wi-Fi, on le faisait un peu comme en laissant tomber une pierre dans un cercle, dans une mare d'eau. Vous savez, l'onde se dégage en cercle de manière tout à fait égale dans tous les sens. Et ben, ton cercle s'en va s'agrandissant, s'éloignant de l'antenne. Donc, traditionnellement, le Wi-Fi était diffusé comme ça. Donc, on avait tu me parleras, ouais, tu m'en parleras. Fait que l'onde était diffusée dans tous les sens de manière égale. Et Pat est au courant de l'expérience de la fente de Young. Donc, quand on envoie en physique un faisceau de protons sur un mur à double fente, on va avoir ce qu'on appelle des patterns d'interférence qui vont apparaître quand tu as deux ondes qui passent par les deux fentes. Ben, c'est comme si on avait deux ondes dans l'eau qui se rejoignent, qui vont créer une troisième onde qu'on appelle une interférence. Avec le Wi-Fi, se produit la même chose. Donc, quand j'envoie mon onde, elle rebondit sur les murs, les objets, le plafond, ces choses-là, et le retour de cette onde-là va entrer en collision avec l'onde qui se propage et créer des interférences ou des ondes, ou un peu comme l'expérience de Young, ben, si on a deux creux qui s'arrivent en même temps, on va avoir une augmentation de l'onde, donc il va y avoir une zone ici dans la maison où le Wi-Fi est plus fort. Puis si on a deux ondes contraires qui se rencontrent, on va avoir une annulation de l'onde, donc on va avoir comme une espèce de trou, une zone où la réceptivité va être mauvaise. Donc dans ta maison, tout dépendant comment le Wi-Fi fonctionne, à l'endroit où il est placé, il va se passer des micro-spots, des micro-endroits où à cet endroit-là, j'ai posé l'imprimante, puis c'est pile poil où ce que ça chie, ou excusez-moi le terme, où ça Ouais, marche ouais. pas. Le beamforming, vas-y. Je dois te faire une confidence. Tu dis, tu dois savoir ça, Patrice. Il faut que tu saches, Patricia, que j'ai suivi un cours de physique dans ma vie. C'était physique secondaire 4. OK, ça fait longtemps. Et malgré que je suis en technologie, je suis un geek, la partie physique, chimie, je l'apprends plus par inférence qu'autre chose. OK? C'est correct, c'est pas grave. Puis, ben, tout fait que quand je parlais du beamforming, que le 5 a commencé à faire ça, c'est qu'on a commencé à avoir la capacité de diriger le faisceau. Donc, au lieu d'envoyer un rond d'onde dans tous les sens de manière égale, je pouvais, par calcul mathématique, dire à l'antenne, si tu diriges ton faisceau 100% de ton énergie dans l'encablure de la porte, dans cette direction-là, je vais faire beaucoup plus de distance parce que je vais avoir 100% de mon onde dans ce sens-là.
puis rien derrière moi ou très peu, et je vais avoir une plus grande efficacité. Et tranquillement, pas vite, le beamforming permet même d'aller plus loin. On va le voir avec le Wi-Fi 6. Permet de se servir des échos, donc de se dire, si je parle par là, l'écho sur le mur rejoint plus vite la tablette dans la chambre à l'autre bout que si je parle par là, que là, je rencontre 3-4 obstacles, qui est plus direct en termes de vue, mais qui est moins rapide en termes d'écho. Donc, l'appareil apprend à utiliser les murs, les rebonds, pour être capable de rejoindre plus rapidement les objets en calculant où va ses ondes. Et c'est là qu'apparaissent des algorithmes de correction de la façon que l'onde est propagée sur les murs. On n'entrerait pas dans les détails sur comment ça marche dans le fine-tuning, mais quand tu parlais de ton toit de tôle, c'est ça. Si je pointe dans cette direction-là, je vais avoir un effet, un écho qui me désavantage, qui vient pourrir ma vie, versus si je le mets à un autre endroit. Là-dessus, il faut que je vous parle de mon histoire du Centre Bell. Je suis en train de faire un déploiement là-bas d'une solution qui utilise le Wi-Fi. Et on fait nos tests. Il y a du Wi-Fi qui vient d'être installé. C'est top-notch. Tout est bien fait dans le Centre Bell. Et on fait nos tests. Tout est beau. Et là, lors d'un match hors concours, il y a 20 000 personnes. Il n'y a plus là, rien qui marche. Ça marche plus. Pourquoi? Il n'y a plus rien qui marche. Et là, ça marchait tantôt? Oui, ça marchait. Et là, moi, je discute avec les gens de TI et je leur dis, regarde, d'après moi, la bonne Wi-Fi, là, il va falloir la mettre au-dessus de la personne. Parce que là, j'ai l'impression qu'avec du monde, ça s'en va dans toutes les directions. Puis, il faut vraiment cibler l'endroit où on veut que notre Wi-Fi corpo arrive pour être capable de fonctionner. Et effectivement, en mettant des bords vraiment au-dessus où on voulait s'assurer d'avoir une connectivité, ça a réglé le problème. Probablement qu'il y avait des paramètres particuliers aussi qu'il fallait ajouter pour s'assurer que le signal était vraiment bien dirigé. Mais tout ça pour dire que non, c'est pas parce qu'il y a du Wi-Fi un peu partout que ça va fonctionner, là. Et le point que tu amènes, c'est un point que j'amène souvent aux agents que je forme dans mon travail. C'est des fois, des gens vont mettre leur routeur, leur appareil au sol. Oui. Oui, mais là, quand tu mets ton appareil au sol, là, ta chambre est au bout de ton logement. Là. Fait que là, ton routeur, il traverse le fauteuil, le J-Proc, la porte de la cuisine, l'autre J-Proc, la laveuse, la sécheuse, la porte de ta chambre, ton lit, puis il arrive à ton bureau. On s'entend-tu que ton Wi-Fi rendu là est moins fort que si tu avais juste eu l'idée de le lever de 3 pieds, puis qu'au lieu de passer à travers le divan, la sécheuse, la laveuse et tout ça, il passe à travers 3-4 J-Proc, puis merci, bonsoir, il est rendu dans ta chambre. Moi, j'ai des clients que les routeurs Wi-Fi ils ont des comptoirs avec des caches. Ouais, en arrière du comptoir en dessous. Dans le fond, il y a de la poussière, il y a à peu près 2 pouces de poussière, il y a je ne sais pas quoi par-dessus. Là, c'est comme non, ça ne marche pas, là, tu sais. J'ai vu des gens qui foutaient ça dans des cabinets, tu sais, des nouveaux logements. Là. Oui. C'est un peu la mode en des métal, condos, les cabinets en métal où ce que tous les fils sortent. Oui. Le routeur, le cabinet dans un garde-robe walk-in, ils mettent le routeur dans le cabinet, ferment le cabinet, bourrent le walk-in de boîtes, de tables, de chaises, d'équipements de hockey, de whatever, tout ce que tu veux, ferment la grosse porte en bois massif et là, ils se disent, mon Wi-Fi va pas bien. Ouais, ça se peut. C'est sûr. Oh, il y en a avec des routeurs par terre, là, comme dit X-Bleu Nuit. Là. Oh, effectivement, c'est fou. Là. Puis, ils n'en ont rien à foutre des fois de ben là, c'est là, ça fonctionne. Oui, mais là, ça fonctionnait avant. Avant, oui. Okay, là, je vais vous confier quelque chose. Là, OK? Moi, je travaille dans le domaine IT et la phrase qu'on entend le plus, là, ça fonctionnait avant. OK, mais ça, c'est pas un argument, ma gang de vous autres. Non, c'est ça, là. Tout ce qui existe dans le monde fonctionnait avant d'arrêter. Oui. Là, je vais faire une joke plate, là, mais ma grand-mère marchait avant d'arrêter. Oui. Elle fonctionnait avant. Ma voiture fonctionnait avant que j'arrête sur le coin de la rue. Fait il n'y a pas de... Ça fonctionnait avant. Tu peux acheter une TV neuve, t'arrives chez vous, ta plug, pouf, elle vient de sauter, fini. Il y avait une composante dedans qui était défectueuse. Oui. Puis,
Fait que le fonctionner avant, là, c'est jamais un argument. Fait que quand vous me dites, ouais, mais ça marchait, ouais, mais ton voisin, là, il a peut-être décidé d'y aller en fou, puis il a peut-être décidé de s'acheter 22 caméras parce qu'il est parano depuis une semaine. Puis là, il a installé ça tout le tour de sa maison. Il connaît fuck all. Il a fait venir ça de la Chine. Il a installé ça tout le tour de sa maison. Puis c'est Wi-Fi à côté. Puis là, comme ça marchait pas bien, le beau-frère qui connaît ça, il a décidé d'y installer une antenne Yaki sur le toit pour augmenter la force de son Wi-Fi avec un ampli. Fait que le gars, il pogne le Wi-Fi jusqu'au parc à 800 mètres de là. Mais il n'a plus un maudit dans le village qui est capable d'avoir du Wi-Fi depuis qu'il a fait ça. Ben oui, ben oui. Les gens comprennent pas ça, mais c'est des choses qui arrivent à tous les jours. Ah oui. Moi, à un moment donné, j'avais un client qui avait un petit hub USB. Puis il n'y a plus rien qui marchait sur son Mac. Puis là, je check le hub USB, puis c'était cheapette au bout, puis c'était en plastique. Là. Je te regarde, je pense on va te mettre. Non, c'était pas un hub USB, c'était un petit hub Ethernet, tu sais, des petits dumb hubs là, avec 4 ou 6 ports, mais c'était une petite affaire en plastique que tu achetais chez Bureau en gros. Puis je dis, garde là, on va t'en mettre un là, en métal. Juste au poids, on voit que ça devrait être de meilleure qualité. Puis là, on devrait être correct. Parce qu'il y avait un problème intermittent, puis c'était effectivement, on a Ben, il changé le petit. chauffait, puis... Ah ouais, c'est ça. À un moment donné, ça chauffe, puis ça ne fonctionne plus comme il faut. Là. C'est la Fait même que, chose. Ouais. fait que, c'était le fun de ton catch parce que ça met en lumière que le Wi-Fi 5 était là pour répondre à cette problématique-là. Et à la fin du Wi-Fi 5, parce que c'est toujours pas terminé, on a été capable d'aller jusqu'à ajouter 4 autoroutes, 5 autoroutes en même temps, jusqu'à des largeurs de bande de 160 MHz. Donc là, on peut aller théoriquement à 3.4 gigabits seconde. Mais là, je tiens à démystifier pour les gens qui achètent un routeur le fameux AC qu'on retrouve sur la boîte, qui n'est pas la même chose que le Wi-Fi AC qu'on parle actuellement. Quand vous allez acheter un routeur, puis ça va être inscrit 1800 AC, 2300 AC, 4800 AC. Ce chiffre-là est le chiffre théorique de la capacité maximale théorique auquel votre boîte est capable de transmettre à la seconde si elle occupe tout en même temps. Donc, si les 4 ports en arrière, ils ont un fil dedans, si toutes les antennes sont au maximum, un routeur à 2300 AC va fournir un débit de 2300 mégabits seconde à côté maximum dans le plancher. Puis si ton appareil est AC aussi, là, c'est ta carte. Non, Là. on parle pas du AC en termes de normes. C'est vraiment OK. le chiffre, on va souvent avoir D-Link 2300 AC Wi-Fi 6. Ben, 2300 AC, c'est 2300 mégabits seconde total. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. On a parlé de caméras. Il y a beaucoup de gens qui vont s'acheter des caméras. Il y a des gens qui vont se dire, mes caméras ne diffusent pas sur Internet. Je suis en Wi-Fi local. Oui. Donc, ça n'a pas d'importance. Mais détrompez-vous. Si vous diffusez en 4K, vous avez un flux d'environ 20 à 30 mégabits par caméra. Local. On avait 6 local. 6 x 30, on est rendu à 1800 mégabits. Pas 1800, 180 mégabits. Juste pour 6 caméras. Et là, vous ajoutez vos tablettes, vos streamings, ces choses-là. Rapidement, votre routeur à 2300 mégabits seconde va devenir saturé. Oui. Et quand un ordinateur est saturé en mémoire, qu'est-ce qui se passe? Votre page, votre ordi gèle. Le même principe s'applique à votre routeur. Donc, si vous demandez plus de capacité que ce qu'il est capable de vous rendre, il va accoter ses processus, sa mémoire, son CPU, et votre vitesse va dropper subitement parce qu'il n'est plus capable de gérer. Les paquets vont se perdre, il va redémarrer son processus, et là, on va avoir des problèmes en dents de scie, donc des vitesses qui montent et descendent, parce que la capacité de votre routeur n'est pas suffisante. Ouais. Donc, si vous avez une grosse maison, beaucoup d'équipements. Quand je dis beaucoup d'équipements, quand on dépasse les 15-20 équipements, ben, il faut que votre 2300 soit un gros minimum. Et là, on parle peut-être dans des 4000. Et plus on s'en va vers des hauteurs de gaming, on a des AC qui vont jusqu'à 6000, 7000 mégabits seconde, qui ont 2 CPU,
8 GB de RAM, 16 GB de RAM, et là, c'est un ordinateur sur pattes, qui vont gérer Oh, oui, c'est ça. vos connexions de plus en plus rapidement. Donc, ça aussi, la capacité de votre routeur pour être capable de vous donner en 5 GHz du 3.4 gigabits seconde, ben, vous comprendrez qu'il ne parlera pas à 8 équipements. Il va en parler à rien qu'un. Ah ouais. Ou il va parler à 8, mais il n'ira pas à cette vitesse plus là. Ouais, puis avec une connexion 5 mégabits, ça l'aide pas, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est poche. OK, ça, c'est un autre principe, ma gang de vous autres. C'est un bon point que tu en parles. Ton forfait, c'est un forfait 50 ou un forfait 40 ou un forfait 20, c'est ta pression d'eau chez vous. Donc, si tu as 50 mégabits qui rentrent dans ton tuyau d'entrée d'eau dans la maison, tu es seul à prendre ta douche, puis que ça te prend 12 mégabits de pression d'eau pour prendre une douche, t'en as pas de problème. Tu as Ouais. 38 mégabits de pression que tu peux jeter aux voisins, laisser couler dans le gazon chez vous, puis ça dérange personne. Mais si tu as 4 enfants qui écoutent Netflix en même temps, à 12 mégabits chaque, ben ton 50, il marche plus le grand, là. C'est ça. Puis souvent, des fois, les routeurs sont pas assez puissants pour le forfait quand tu commences à tomber dans du 500, 700, puis 1 gigabit. Exact. Là. Moi-même ici, là, j'ai un routeur qui va jusqu'à 250, puis j'ai un forfait à 400. Ben, regarde, je suis limité à Il ne suit 250. pas. Là. Exact, il ne C'est suit ça. pas. Puis, tu sais, ça va dépendre des gens. Vous êtes un couple tout seul, que vous faites à peu près les mêmes affaires en même temps. Vous avez une tablette, vous vous en servez à deux. Vous écoutez Netflix en même temps. Vos besoins ne seront pas les mêmes que si vous êtes quatre dans la maison à faire du Netflix séparé, à jouer des jeux, tout ça. Oh, Fait ouais, que c'est ça. votre Internet ne sera pas le même. Fait que le Wi-Fi 5 était pour ça. Maintenant est arrivé le fameux Wi-Fi 6. En 2019, le début de l'ébauche du Wi-Fi 6. Et j'utilise le Wi-Fi 6 chez moi depuis 2 ans et c'est magique. Le Wi-Fi 6 a été adopté en janvier 2021. C'est une nouvelle norme qui peut permettre d'agréger des canaux jusqu'à 160 MHz, comme le fait le Wi-Fi 5, mais sur le 2.4 et le 5. Donc, on peut le faire sur les deux bandes. Ça permet des débits théoriques jusqu'à 10 gigabits seconde. Donc là, imaginez-vous, vous avez un routeur qui fait la norme 6, vous avez un appareil qui fait la norme 6, vous pouvez transférer votre vidéo que vous avez construit dans votre ordinateur vers votre iPad qui supporte le Wi-Fi 6 à 10 gigabits seconde. On s'entend, l'iPad ne le fait pas, là, mais c'est permis de le faire. Ça incorpore aussi une nouveauté, c'est l'OFDMA. Donc, l'OFDMA, c'est la capacité de, vous vous rappelez des petits camions que je vous disais tantôt, mais au lieu de l'avoir juste en download, on le rend disponible en upload, donc en téléversement dans l'autre sens, parce qu'avant la norme Wi-Fi 6, on pouvait avoir 4 canaux, 8 canaux flux spatiaux pour parler des équipements en download en même temps. On n'avait qu'un seul canal d'upload de disponible dans l'autre sens. Donc, c'est un peu aussi la raison pour laquelle la plupart des forfaits n'étaient pas symétriques, parce que de toute façon, les routeurs ne le faisaient pas. Donc, on parle en montée avec un seul canal, puis en descente 4 ou 8 canaux. Avec le Wi-Fi 6, on permet, avec l'OFDMA, d'avoir aussi des multiples flux en upload, ce qui ouvre la porte à une nouvelle façon d'utiliser son Wi-Fi. On peut parler à 8 utilisateurs en même temps. On a introduit le BSS Coloring. Ça, je vais en parler dans quelques secondes. Je vous disais qu'on peut parler dans les deux sens. On a le TWT, le Time to Wake Up Target, qui est nouveau que le Wi-Fi X. Je vais en parler aussi. On augmente l'encodage jusqu'à 1024, donc le QAM 1024. La durée d'une transmission, donc pendant le temps pendant lequel j'évoque des mots, passe de 4 microsecondes à 13, donc je peux parler beaucoup plus de contenu dans mon unité. Et on peut subdiviser les sous-porteurs. Vous vous rappelez, tantôt, on en avait 52. On peut les subdiviser jusqu'à un nombre effarant de 300 quelques de sous-porteuses. Fait que l'équivalent d'avant et après, vous vous rappelez l'autoroute, j'ai mon camion dans lequel je décide de mettre mon film Netflix dans ma boîte. Avant, ben, le camion m'était réservé, passait sur ma route, merci, bonsoir. Avec le Wi-Fi 6, on se dit, 1 minute, ton camion n'est pas plein.
la tablette, elle peut-tu prendre un petit bout de ton camion parce qu'il reste de la place? Fait qu'on se met à faire du Tetris de qualité dans le camion, ce qui fait que là, on a des paquets d'un peu tout le monde là-dedans. C'est hyper bien classé, ça se déconstruit super bien. On transmet énormément plus d'infos en même temps qu'auparavant. Donc, le Wi-Fi 6, c'est vraiment la grosse coche. J'ai bien hâte de tester ça. J'ai commandé ma borne Wi-Fi 6 et aussi je change mon routeur pour aller à plus de 250 mégabits pour mon forfait Internet. Et en principe, ça devrait rentrer, je pense, vers la fin du mois d'août. Donc, je me croise les doigts que ça ne soit pas trop retardé Ben, à cause. c'est comme passer du G au AC en Probablement. Wi-Fi. Hein. Ah ouais, ouais, OK. C'est J'ai complètement bien hâte de débile. tester ça fin du mois, début de septembre. Là. Fait que je parlais des autoroutes tantôt, ben on a un peu l'évolution des flux spatiaux ou des transmissions, le CISO, qui est le single input, single output, qui était le début des normes Wi-Fi. On parlait à un équipement en montée ou un équipement en descente seulement. Donc, on voit ici la ligne orange, c'est pour un cellulaire, la ligne jaune, c'est pour un autre cellulaire, puis la ligne verte, c'est pour un autre appareil. Donc, chacun son tour en montée ou en descente. Tranquillement, pas vite, on a le multiple input, multiple output. Ici, on a deux flux. Donc, on peut parler à cellulaire orange sur l'antenne 2 et tablette orange sur l'antenne 1 et ainsi de suite. Mais c'est toujours chacun son tour en montée ou en descente. Là, tranquillement, pas vite, avec l'AAC, on a le MU-MIMO. Donc, le Multiple User, Multiple Input, Multiple Output en download. Donc, ici, on a une représentation de 4 flux spatials. Donc, 4 appareils en même temps, chacun son tour en montée ou en descente. Et avec le Wi-Fi 6, on voit apparaître le MU-MIMO au FDMA, Multiple User, Multiple Input, Multiple Output, sur la bande aval, donc en montée. Et c'est là que vous voyez chaque camion sur chaque route. On prend le soin de mettre chacun sa petite boîte, on remplit complètement et on attribue des sous-porteuses dans une même bande qui permettent de classer beaucoup plus d'informations. En passant, pour ceux que le cerveau, vous êtes en train de vous saigner, vous pouvez aller sur Wikipédia et approfondir tout ce que vous avez vu ce soir parce que ça se peut que ce soit lourd. Donc, voici les grands avantages du Wi-Fi 6. On a le multiple user que je viens de vous dire en OFDMA. On a le beamforming. Donc, on est capable de pousser plus loin le beamforming en utilisant les rebonds de manière tactique pour être capable de rejoindre les équipements. Puis non seulement on est capable d'utiliser les rebonds, on se rappelle de l'emplacement des équipements. On sait que euh, l'appareil est dans le salon, on ne se déplace jamais. Donc, je sais que cet appareil-là, si j'envoie un rebond dans la fenêtre à droite ici, il me répond dans l'instant. Je vais garder en mémoire dans ma table que lui, je lui parle dans cette direction-là. Et je vais aussi me rappeler qu'il y a des appareils qui sont mobiles dans la maison. Donc, je ne vais pas me focusser sur comment j'envoie mon onde. Donc, on a cette petite intelligence-là qui arrive. Les largeurs de bande jusqu'à 160 dynamique. Donc, l'appareil va s'ajuster en ajoutant des largeurs. Le target wake time, ça c'est hot, Patrice. Parle-moi de ça. Le target wake time, c'est j'ai une serrure d'ouverture de porte Wi-Fi à la maison. Et avant, la serrure devait parler à toutes les microsecondes pour dire t'es-tu là, routeur? Oui. T'es-tu là? Oui. Donc, il y a toujours un maintien de communication qui se fait, un paquet qui s'échange entre les deux périodiquement parlant pour garder la connexion. Et ça, c'est coûteux côté pile. Ben oui, évidemment. Target Wake Time vient introduire une notion qui permet à l'appareil d'aller jusqu'à 5 ans en mode sommeil. Au démarrage de la connexion, il y a une négo qui se fait et qui s'entendent tous les deux. Moi, tu me parles dans 4 ans, 28 jours, 3 heures et 56 minutes. Entre ça, parle-moi pas, je serai pas là. Fait que la petite appareil qui est dans un bois quelque part, qui sert au ministère de l'Environnement à transmettre des données de manière ponctuelle à tous les 6 mois, 2 ans, va avoir besoin d'une pile beaucoup plus faible, beaucoup plus courte, moins longue, parce qu'elle ne va pas dépenser, essayer de maintenir une communication perpétuellement. Elle va tomber en dormance, en veille,
pendant une période, puis le routeur, il le sait, il va pas tenter de communiquer avec lui parce qu'il a déjà négocié avec ça. Donc, tout ce qui est IoT, qui utilise une pile, se voit énormément avantagé avec le protocole AX, le Wi-Fi 6, juste par cette avancée-là de pouvoir communiquer et une entente bipartite en disant on se communique à tous les temps. Il ne faut pas se le cacher, hein, la gestion d'énergie, là, c'est un enjeu majeur. On l'a vu dans les 10-15 dernières années avec les piles des téléphones, les piles des portables, des ordinateurs portables. Puis pour les petits objets, c'est encore plus criant parce que, je veux dire, on ne peut pas avoir des appareils qui vont être hyper gros juste parce que la pile doit contenir X, Y, Z. Là. Donc, exact. Fait que, ça, c'est un avantage qui, à mon sens, est énorme. Puis tu sais, c'est pas le seul, mais c'est un des gros avantages. On a la capacité d'utiliser 8 flux spatials, autant en download qu'en upload, ce qui est complètement capoté. Puis l'utilisation des QAM 1024 et le BSS Coloring, dans lequel je vais rentrer dans la conversation dernièrement. Le BSS Coloring, qui est une notion un peu complexe, mais pas tant que ça. Le Wi-Fi 6, vous savez, vous ne saviez peut-être pas, je vous ai parlé au début que les routeurs utilisaient des canaux, 11 canaux, canal 1611 qui étant les canaux les plus utilisés. Ben, avant le Wi-Fi 6, il y a une règle qui disait que il n'y a pas deux équipements qui peuvent se parler en même temps. Quand je dis deux équipements, c'est pas juste votre cellulaire, c'est votre routeur, le routeur du voisin, puis le cellulaire, les tablettes du voisin. Donc, si votre cellulaire, pardonnez-moi, je fais des rapports, si votre cellulaire parle sur le canal 6 en même temps que le routeur de votre voisin qui est sur le canal 6 et que votre routeur et que tous ces trois personnes-là décident d'émettre en même temps, il y a une collision de paquets. Même si c'est encrypté entre les trois appareils qui ne se comprennent pas, un parle en anglais, l'autre parle en espagnol, ils ne se sont pas compris, c'est pas grave, ils ont parlé en même temps, le paquet tombe à l'eau et le routeur et l'appareil doivent redemander son paquet. Ce qui se traduit par une lenteur, parce que je dois renvoyer l'information une deuxième fois. Et c'est un gros problème. C'est un peu comme si vous êtes au restaurant, vous êtes dans une salle de cours, vous êtes professeur, vous êtes en avance, il y a plein de gens qui parlent dans la salle, ça devient cacophonique, on ne se comprend plus, les paquets se collisionnent, l'élève au fond de la classe n'a pas compris ce que le prof a dit, il est obligé de répéter, le cours dure plus longtemps, c'est la même logique. Le BSS Coloring introduit dans le SSID, c'est le nom de votre Wi-Fi, une notion de couleur qui va jusqu'à 64 couleurs, donc en hexadécimal. Et chaque canal peut avoir sa couleur. Donc, le canal 6 peut être orange. Là, je dis orange, mais c'est un chiffre hexadécimal. Et le canal 6 du routeur va être bleu. Donc, quand je vais allumer mon routeur va se rendre compte qu'il y a un autre équipement qui est aussi sur le canal 6. Il va se rendre compte qu'il y a son BSS Coloring sur bleu. Et mon routeur va décider lui-même d'utiliser orange. Ce qui donne un peu l'effet d'être dans un restaurant. Chacun est à sa table. Et quand vous êtes dans un restaurant, vous développez la capacité, malgré la cacophonie, d'être capable de vous entendre au niveau de la table. Vous développez une espèce de capacité d'être capable d'ignorer le bruit autour de vous parce que votre cerveau est habitué, ça provient de plus loin que la table à laquelle je suis assise. Donc, je vais ignorer les conversations qui sont autour de moi. C'est exactement la même chose avec le Wi-Fi 6, ce qui veut dire que les collisions qu'on avait en Wi-Fi 6 AX ne se produisent plus en deux équipements qui fonctionnent sur du AX. Okay. Ça, c'est majeur. Wow, c'est majeur. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas tous les équipements qui font du Wi-Fi 6. Ah non. Et si j'ai 8 flux spatiaux dans mon routeur et que j'en utilise un pour du AX, puis que j'en utilise un pour du AC, puis un pour du N, puis un pour du C, je diminue ma capacité, je peux avoir des problèmes parce que c'est un peu comme sur l'autoroute. Si j'ai quelqu'un qui roule à 60 dans la voie de gauche, j'ai beau vouloir aller à 120, je peux pas faire mon AC parce que j'ai un cave, excusez-moi le terme, qui roule à 60 dans la voie de gauche. Donc, si j'ai trop d'équipements passés de date dans mon Wi-Fi,
ben, je vais venir occuper un flux spatial pour une génération et à un moment donné, je me retrouve à avoir des lenteurs parce que je ne suis plus optimal. Donc, parfois, faire le choix soit de downgrader certains équipements, de les réserver tous sur une antenne en se disant ben, je vais les mettre là, ou il faut mettre à jour nos équipements pour aller chercher le meilleur de la norme. Parce que dans un monde merveilleux, si j'ai que des équipements AX, mon routeur ne diffuse qu'en X, ça devient une bombe totale. Ah, ben oui, ben oui. Fait que ça, c'était pour le BSS Coloring, le Target Speed Time que j'ai vu. Fait que ça vous explique un peu là, la façon qu'ils s'entendent au démarrage de la conversation. Fait que c'était la présentation des générations Wi-Fi. On ne présentera pas la vidéo, Patrice, parce que je pense que ça va aller trop loin pour rien. Je C'est beau. pensais à ça, la vidéo, ce ne sera pas utile. Donc, les avantages du Wi-Fi AX, excusez-moi, le Wi-Fi 6, une plus grande efficacité énergétique, donc c'est moins coûteux sur la batterie, donc durée de vie plus grande. Une énorme différence sur la portée. Donc, le Wi-Fi 5 qui faisait 15-20 pieds de distance maximum avant de se dégrader de manière très, très évidente, va désormais monter à 30 pieds grâce au BSS Coloring. Donc, tu as une augmentation de ta portée, énormément moins d'interférences. Donc, si vous vivez dans un endroit où il y a plusieurs appartements autour de vous, ça devient presque invisible pour vous et le débit devient énormément plus rapide pour ça. Par contre, downside, c'est pas tous les équipements qui le font. Donc, on le voit, cette norme-là est disponible depuis les Galaxy 10, S10, au niveau de Samsung. Évidemment, tout ce qui est iPhone 11 et plus, les Huawei P40 et plus. Côté ordinateur, c'est là où le bas blesse. Il faut faire attention parce que si vous achetez un ordinateur de base, vous allez dans les Best Buy, Bureau en gros, ces choses-là, la plupart ne font pas du AX, donc il faut vraiment valider tout ça. Ça prend un ordinateur, je vous dirais, de gamer. Donc, vérifier sur la boîte. Ou au pire, vous achetez la microchip, la carte réseau et vous la changez dans votre ordinateur si vous êtes habile. Côté console, il n'y a que la PlayStation 5 qui supporte le Wi-Fi 6. Et au niveau des appareils IoT, ils sont très rares. Donc, très peu d'équipements IoT qui font du Wi-Fi 6, parce qu'évidemment, la norme est plus chère, mais il commence à en avoir chez des gros constructeurs, donc des équipements de caméra, des choses du genre, on commence à le voir apparaître, donner encore un bon 2 ans. Mais je vous dis, le Wi-Fi 6, c'est quelque chose que vous devez mettre sur votre liste d'épicerie, parce que ça vient rajouter énormément de stabilité et de bonheur, on vous dit. Là, j'ai une question d'un auditeur. Mhm. Si on met une étiquette Wi-Fi 6 sur notre ordinateur, est-ce que la carte s'améliore? Puis, Tout de suite, c'est instantané. Il reconnaît, tu colles ça, il voit. L'ordinateur se rend compte qu'il est rendu 6. c'est bon, ça. Fait que c'était ça, mon cher Patrice. Je sais pas si ça a éclairé les gens sur un peu l'histoire du Wi-Fi, un peu les difficultés, les problèmes qu'on rencontre avec le Wi-Fi. Là. C'est un peu technique, mais faites-vous en pas, là, vous avez le temps de réécouter si vous voulez. Oh, oui, c'est ça. Là.